vous êtes sur Radio Saint-Chaîne, la radio qui laisse la parole à celles et ceux qui ne l'ont pas. Vous êtes sur Radio Saint-Chaîne, comme ça vient d'être dit dans le jungle, la radio qui essaie de donner la parole à celles et ceux qui ne l'ont pas. En compagnie de Jean-Luc Ardite à la technique et Vince Fasciani à l'antenne. Et vous êtes réunis aujourd'hui, chères auditrices, chers auditeurs, autour du vincianisme numéro 20. Et de temps en temps, dans ces vincianismes, je vais vous parler d'anarchie. Non pas comme un programme, mais comme un état d'esprit. Non pas non plus comme une idéologie, mais plutôt comme des corpus de pensée parmi d'autres, mais qui m'accompagnent tout de même depuis 50 ans déjà. Ça ne me rajeunit pas. Il n'y a rien de plus nuisible qu'une seule idéologie cohérente et par conséquent dogmatique. Dans ma tête pensante, je dialogue avec un souci de réciprocité avec les pensées et les recherches innombrables des autres, qui ne se contentent pas d'être en vie, mais qui sont vivants, tragiquement vivants. Mon affiliation à une partie importante de l'anarchie vient tout simplement du fait avéré de ne pas vouloir ni commander ni obéir, tout simplement et bien sûr sans aucun ressentiment. Je pense que vous le savez déjà, chères auditrices et chers auditeurs, que je ne suis pas partisan d'un quelconque grand soir où le monde sera meilleur, car il est plutôt souhaitable, au cas où, de savoir attendre, d'être au bon endroit et au bon moment. Pratiquons plutôt un peu d'anarchie tous les jours, cette façon mutualiste qui s'appelle tout simplement l'entraide et si bien exposée par Pierre Kropotkin dans son livre intitulé justement « L'entraide ». Face au chacun pour soi et à la compétition, il nous rappelle que la solidarité est le meilleur chemin vers l'émancipation de toutes et tous. Pas de compétition, c'est le mot d'ordre que nous donne le buisson, la forêt, la rivière, l'océan. Unissez-vous, pratiquez l'entraide. C'est le moyen le plus sûr pour donner à toutes et à tous la meilleure garantie d'existence et de progrès physique, intellectuel et moral. C'était bien sûr Kropotkin. Les biologistes Fable Servigne et Gauthier Chapelle soutiennent que la compétition sans limite et la guerre de tous contre tous n'est pas notre seul horizon. Selon eux, l'entraide est omniprésente depuis les origines de la vie sur Terre. Rejoignant une anthropologie ancienne, les neurosciences modernes démontrent que notre cerveau est social, que nos aptitudes se développent proportionnellement à la sérénité de notre environnement émotionnel, que nos apprentissages proviennent du travail de nos neurones miroirs qui, par mimétisme, conditionnent nos comportements. L'exemplarité positive est donc cruciale pour grandir et se développer. Les chercheurs affirment chaque jour un peu plus que nous sommes des êtres physiques et psychiques grégaires, nativement structurés pour les relations paisibles et harmonieuses. Je sais, on ne dirait pas, mais c'est tout de même vrai. D'ailleurs, nous le savions déjà, depuis Bouddha, Aristote et Jésus, c'est par nature que nous aimons vivre ensemble, le plus pacifiquement possible. Notre humanité profonde suscitant nos familles, nos communautés et nos sociétés. C'est pourquoi connaître la pensée multiforme et libre des anarchistes devrait faire partie d'une éducation populaire indispensable. Et là, je me fais soutenir de près par Paulo Freire dans son livre intitulé « La pédagogie des opprimés » aux éditions Agone, où il présente quelques aspects d'une pédagogie élaborée non seulement pour les opprimés, mais avec eux, et dans le cadre même de leur lutte perpétuelle pour affirmer leur humanité. À l'image d'autres grands pédagogues, en premier lieu Célestin Freinet, Freire rappelle que le projet éducatif et le projet social sont indissociables. Selon lui, le but de l'éducateur est de donner aux opprimés les moyens de construire une conscience claire de leur position et de rechercher avec eux les moyens de transformer le monde. Ce livre, dont je vous conseille volontiers de le lire, et qui a été écrit en 1968 au Chili, irrigue aujourd'hui encore la pensée de la pédagogie critique partout dans le monde. Et comme il écrivit Enrico Malatesta, anarchiste italien bien connu, pionnier du mouvement libertaire international,
Il est né en 1983, il est mort en 1932, pour le situer. Anarchie signifie sans gouvernement. Ce que nous voulons, c'est la mise en commun du sol, des matières premières, des instruments de travail, des logements et de toutes les richesses existantes. Il vient de sortir en français aux éditions Nada de Enrico Malatesta le livre intitulé « Conversation sur l'anarchie ». Ce sont des dialogues et après chaque dialogue, Enrico terminait « Nous en parlerons la prochaine fois » ou « Mais il se fait tard, nous commencerons la prochaine fois » ou encore « À une autre fois » et c'est au café. La devise du vincianisme est toujours, comme vous savez, aimer, comprendre, agir. Et vous êtes en compagnie, je le répète, de Jean-Luc Ardit à la technique et Vinci Fasciani au micro sur Radio Sans-Chaîne, la radio qui donne la parole à celles et ceux qui ne l'ont pas. Il y a 17 dialogues d'une richesse extraordinaire dans ce livre. Je vais en lire 4 pour vous mettre l'eau à la bouche de cette pédagogie en piécettes, en scénettes, au café. C'est l'été. Et nous sommes au café. Et sur la table commune, sur la gauche, il y a Prosper, un gras bourgeois qui possède un vernis d'économie politique et d'autres sciences. Prosper, donc, évidemment. Et Michel, qui lui, il est étudiant et qui fréquente les socialistes et les anarchistes. Alors, c'est un dialogue entre les deux. Prosper. Mais oui, nous le savons, il y a des gens qui souffrent la faim, des femmes qui se prostituent, des enfants qui meurent par manque de soins. Tu dis toujours la même chose, tu deviens ennuyeux à la fin. Laisse-nous déguster un peu nos glaces. Oui, il y a 1000 maux dans la société. La faim, l'ignorance, la guerre, le crime, la peste, le diable qui t'emporte. Et puis, qu'est-ce que ça peut te faire? Comment dit Michel, et puis, qu'est-ce que ça peut me faire? Vous avez une maison commode, une table riche, des domestiques à vos ordres, vous faites instruire vos fils au collège, vous envoyez votre femme aux eaux thermales. Pour vous, tout va bien. Et que le monde s'écroule, peu vous importe. Mais si vous aviez un peu de cœur, si... Assez, dit Prosper, pas de sermon. Et puis, quitte ce ton, jeune homme. Tu me crois insensible, indifférent aux maux d'autrui. Cependant, mon cœur saigne. Garçon, apportez un cognac et un havane. Mon cœur saigne, mais ce n'est pas avec le cœur qu'on résout les grands problèmes sociaux. Les lois de la nature sont immuables et ce ne sont pas des déclamations, ce n'est pas un sentimentalisme efféminé qui ne peuvent rien y changer. L'homme sage se plie aux événements et jouit de la vie du mieux qu'il peut sans courir après des chimères. Michel. Vous parlez des lois naturelles. Et si les pauvres se mettaient en tête de les corriger, ces fameuses lois de la nature? Je connais des gens qui font des discours vraiment peu rassurants pour ces braves lois. Prosper. Oui, nous savons bien quels gens tu fréquentes. Dis seulement de ma part à ces canailles de socialistes et d'anarchistes dont tu fais ta compagnie de prédilection, que pour eux et pour tous ceux qui seraient tentés de mettre en pratique leur théorie scélérate, nous avons des bons soldats et d'excellents gendarmes. Michel, si vous mettez en jeu les soldats et les gendarmes, je me tais. C'est comme si pour me démontrer que j'ai tort, vous me proposiez une séance de pugilat. Cependant, si vous n'avez d'autre argument que la force brutale, ne vous y fiez pas trop. Demain, vous pourriez vous trouver les plus faibles. Et alors? Prosper. Alors, si par malheur ceci arrivait, il y aurait un immense désordre, une explosion de passions mauvaises, des massacres, des pillages, des incendies, et puis tout se rétablirait comme avant plutôt. Quelques pauvres seraient peut-être devenus riches, quelques riches seraient tombés dans la misère, mais il n'y aurait en somme rien de changé, parce que le monde ne peut pas changer. Amène-moi quelqu'un de tes agitateurs anarchistes et tu verras comme je l'arrangerai. Ils sont bons pour vous remplir la tête de sornettes, à vous qui l'avez vide, mais tu verras si avec moi ils pourront soutenir leur absurdité. Michel, très bien, je vous amènerai un de mes amis qui professe les principes socialistes et anarchistes et j'assisterai avec plaisir et profit à vos discussions. Mais en attendant, raisonnez un peu avec moi qui n'ai pas encore d'opinion bien formée, mais qui voit cependant très clairement que la société telle qu'elle est organisée aujourd'hui est contraire au bon sens et au bon cœur.
Allons, vous êtes si gras et florissant qu'un peu d'excitation ne peut vous faire de mal. Cela aidera votre digestion. Prosper, eh bien, sois raisonnant. Mais comme il vaudrait mieux que tu penses à étudier que de trancher des questions embarrassantes pour les hommes les plus doctes et les plus sages, sais-tu que j'ai 20 ans plus que toi? Michel, cela ne prouve pas que vous avez étudié davantage. Si je dois en juger par ce que je vous entends dire d'ordinaire, si vous avez beaucoup étudié, je doute que ce soit avec beaucoup de profit. Prosper, jeune homme, prenons garde au respect, hein? Michel, mais oui, je vous respecte. Toutefois, ne me jetez pas mon âge à la face, comme tantôt vous m'opposiez les gendarmes. Les raisons ne sont ni vieilles ni jeunes. Elles sont bonnes ou mauvaises, voilà tout. Bien, continue. Qu'as-tu à dire? Mais j'ai à dire, Michel donc, que je ne comprends pas pourquoi les paysans qui labourent, sèment et récoltent n'ont ni pain, ni vin, ni viande en suffisance. Pourquoi les maçons qui font les maisons n'ont pas un toit sur lequel se reposer? Pourquoi les cordonniers ont des souliers percés? Pourquoi, en somme, ceux qui travaillent et produisent tout manquent du nécessaire? Pendant que ceux qui ne font rien d'utile se vautrent dans le superflu. Je ne comprends pas pourquoi il existe des gens qui manquent de pain quand il y a tant de terres incultes et tant de personnes qui seraient si heureuses de pouvoir les cultiver. Pourquoi il y a tant de maçons sans travail pendant que tant de personnes ont besoin de maisons? Pourquoi tant de cordonniers, de tailleurs, etc. sont sans travail pendant que la plus grande partie de la population manque de souliers, d'habits et de toutes les choses nécessaires à la vie? Pouvez-vous me dire quelle est la loi naturelle qui explique et justifie ces absurdités? Prosper. Voilà, rien de plus simple et de plus clair. Pour produire, les bras ne suffisent pas. Il faut la terre, il faut les matériaux, il faut les instruments, les locaux, les machines et il faut aussi les moyens de vivre en attendant que les produits soient fabriqués et qu'on puisse les livrer au marché. Il faut en somme le capital. Et tes citoyens et tes ouvriers n'ont que leurs bras, ils ne peuvent par conséquent pas travailler si ça ne plaît pas à qui possède la terre et le capital. Et comme nous sommes peu nombreux et que nous avons suffisamment pour laisser pendant un certain temps nos terres incultes et notre capital infructueux, cependant que les travailleurs sont beaucoup et toujours pressés par le besoin immédiat. Il arrive ainsi qu'ils doivent travailler quand et comme il nous plaît et aux conditions qu'il nous plaît de leur imposer. Et quand nous n'avons plus besoin de leur travail et quand nous supposons que nous ne gagnerons rien à les faire travailler, ils sont contraints de rester inoccupés, même quand ils n'ont plus besoin de choses qu'ils pourraient produire. Es-tu content maintenant? Puis-je parler plus clairement que cela? Michel, oui, c'est cela ce qui s'appelle parler clair. On ne peut pas dire le contraire. Mais de quel droit la terre appartient-elle seulement à quelques-uns? Comment se fait-il que le capital se trouve entre les mains de quelques-uns, et précisément de ceux qui ne travaillent pas? Prosper, oui, je sais tout ce que tu peux me dire, et je connais de même les raisons plus ou moins boiteuses que les autres t'opposeraient. Le droit de propriété dérivé des améliorations apportées à la terre, de l'épargne, au moyen de laquelle le travail se transforme en capital, etc. Mais il me plaît d'être plus franc. Les choses telles qu'elles sont résultent des faits historiques, sont le produit de toute la séculaire évolution humaine. Toute la vie de l'humanité a été comme elle l'est et comme elle le sera, toujours une lutte continuelle. Il y en a qui s'en tirent bien, d'autres mal. Qu'y puis-je faire, moi? Tant pis pour les uns, tant mieux pour les autres. Malheur aux vaincus. Voilà la grande loi de la nature contre laquelle il n'y a pas de révolte possible. Que voudrais-tu, que je me dépouillasse de ce que j'ai pour pourrir ensuite dans la misère pendant que quelques autres feraient bombance avec mon argent? Michel, je ne veux pas précisément cela, mais je pense, si les travailleurs profitant de ceux qui sont nombreux et s'appuyant sur vos théories que la vie est une lutte et que le droit dérive des faits, se mettaient en tête de faire un nouveau fait historique qui serait de prendre la terre et le capital et d'inaugurer un droit nouveau. Prosper, et certes cela pourrait embrouiller un peu nos affaires, mais
Nous continuerons une autre fois. Je dois maintenant aller au théâtre. Bonsoir à tous. Nous sommes toujours au café, mais cette fois, il y a plusieurs personnages qui sont autour du café. Il y a évidemment Prosper et Michel, comme dans la première fois qu'on s'est vu au café. Mais il y a aussi Ambroise, le juge. Et il y a aussi, tant que je regarde, César, un négociant. Et puis, il y a aussi Georges, un anarchiste. Alors, on commence avec Ambroise, qui est le juge. Il dit « Écoutez, monsieur Prosper, maintenant que nous sommes entre nous, tous bons conservateurs, l'autre soir, quand vous parliez avec cette tête vide de Michel, je n'ai pas voulu prendre part à la discussion, mais quelle manière est-ce là de défendre les institutions? On aurait dit que c'était vous l'anarchiste. »« Tiens, et pourquoi ?» dit Prosper. Ambroise. Parce que vous disiez en substance que toute l'organisation sociale actuelle est fondée sur la force, donnant ainsi raison à ceux qui, par la force, voudraient la détruire. Mais les suprêmes principes qui régissent les sociétés civilisées, le droit, la morale, la religion, vous les comptez donc pour rien? Prosper. Parbleu, vous avez toujours la bouche pleine de votre droit. C'est un défaut qui vous vient de votre métier. Et dire que si demain le gouvernement décrétait par exemple le collectivisme, vous condamnerez les partisans de la propriété individuelle avec la même impassibilité que vous condamnez aujourd'hui les anarchistes, et toujours au nom des suprêmes principes du droit éternel et immuable. Vous voyez bien que c'est une question de mots. Vous dites droit, je dis force, mais enfin ce qui compte, ce sont les sacro-saints gendarmes, et à raison qui les a de son côté. Ambroise, allons, monsieur Prosper, c'est extraordinaire comme vous, l'amour du sophisme étouffe les instincts du conservateur. Vous ne comprenez pas combien cela fait mauvais effet de voir une personne comme vous, un des plus gros bonnets du pays, fournir des arguments aux pires ennemis de l'ordre. Croyez-moi, finissons-en au moins en public avec cette mauvaise habitude de nous disputer entre nous et serrons-nous tous un faisceau pour défendre les institutions qui, par la malignité des temps, reçoivent des rudes secousses, et pour défendre nos intérêts en péril. Prosper, serrons les rangs, soit, mais si l'on ne prend pas des mesures énergiques, si l'on n'en finit pas avec le doctrinarisme libéral, on n'arrive à rien. Ambroise, eh oui, c'est certain, il faut des lois sévères, sévèrement appliquées. Mais ce n'est pas tout. Avec la force seule, on ne tient pas longtemps le peuple assujetti. Surtout par les temps qui courent, il est nécessaire d'opposer la propagande à la propagande. Il faut persuader aux gens que nous avons raison. Prosper, mais vous êtes frais alors, mon pauvre ami, je vous en prie, pour nos intérêts communs, gardez-vous bien de la propagande. C'est une chose subversive, même si elle est faite par des conservateurs. Et votre propagande tournerait toujours à l'avantage des socialistes, anarchistes et autres gens de cette espèce. Allez donc persuader un homme affamé qu'il est juste qu'il ne mange pas, surtout quand c'est lui qui a produit la nourriture. Tant qu'il n'y pense pas et va de l'avant en bénissant Dieu et le patron de ceux qui ça ne va pas plus mal, c'est bien. Mais du moment qu'il commence à réfléchir sur sa condition, tout est fini, il devient un ennemi irréconciliable. Oui, il faut l'éviter à tout prix la propagande, étouffer la presse, avec ou sans loi, ou même contre elle. Ambroise, assurément. Prosper, empêcher toutes les réunions, dissoudre toutes les associations, envoyer au bagne tous ceux qui pensent. César, doucement, c'est un négociant, César. Doucement, ne vous laissez pas entraîner par la passion. Souvenez-vous que d'autres gouvernements en des temps meilleurs ont adopté les moyens que vous préconisez et ont ainsi précipité leur chute. Ambroise, silence. Voici Michel qui vient avec un anarchiste que j'ai condamné l'année passée à 6 mois de prison pour un manifeste subversif. En réalité, entre nous soit dit, le manifeste, comme il était rédigé, ne tombait pas sous le coup de la loi. Mais que voulez-vous, l'intention délictueuse y était, et puis la société doit être défendue. Michel, bonsoir messieurs, je vous présente un ami anarchiste qui a bien voulu accepter de répondre au défi lancé l'autre soir par monsieur Prosper. Prosper, mais quel défi? On discute comme cela, entre amis, pour passer le temps.
Ainsi, vous voulez nous expliquer qu'est-ce que c'est cette anarchie à qui nous n'avons jamais rien pu comprendre? Georges, donc l'anarchiste. Je ne fais pas le professeur d'anarchie et je ne viens pas faire un cours d'anarchie, mais je puis cependant défendre mes idées. Du reste, monsieur, en s'adressant au président Ambroise d'un ton ironique, doit-on en savoir plus long que moi? Il a condamné tant de gens pour délit d'anarchie et comme il est certainement un homme consciencieux, il n'est pas possible qu'il l'ait fait sans avoir auparavant étudié profondément la question. César, allons, ne faisons pas de questions personnelles, et puisque nous devons parler d'anarchie, entrons tout de suite dans le sujet. Voyez, moi aussi je reconnais que les choses vont mal et qu'il est nécessaire d'y porter remède, mais il n'est pas nécessaire de tomber dans les utopies et par-dessous tout, il faut fuir la violence. Certainement, le gouvernement devrait prendre plus à cœur la cause des travailleurs, procurer du travail aux chômeurs, protéger l'industrie nationale, encourager le commerce, mais Georges, que des choses que vous voudrez faire à ce pauvre gouvernement, mais il ne veut pas s'occuper des intérêts des travailleurs et cela se comprend. Comment, César dit, comment cela se comprend? Il est vrai que jusqu'à présent, le gouvernement s'est montré incapable et peut-être peu décidé à apporter un remède aux maux du pays. Mais demain, des ministres éclairés et zélés pourraient faire ce qui n'a pas été fait jusqu'ici. Georges l'anarchiste, non, cher monsieur, il n'est pas question d'un ministère ou d'un autre. Il est question du gouvernement en général. Et tous les gouvernements, ceux d'aujourd'hui, comme ceux d'hier, comme ceux de demain. Le gouvernement émane des propriétaires, a besoin pour se soutenir de l'appui des propriétaires. Ses membres sont eux-mêmes des propriétaires. Comment donc pourrait-il agir dans l'intérêt des travailleurs? D'autre part, le gouvernement, même en le voulant, ne pourrait résoudre la question sociale parce qu'elle dépend des causes générales qui ne peuvent être détruites par un gouvernement et qui, au contraire, déterminent elles-mêmes la nature du gouvernement et la voie qu'il suit. Pour résoudre la question sociale, il est nécessaire de changer radicalement tout le système que le gouvernement a justement pour mission de défendre. Vous parlez de donner du travail aux chômeurs, mais que peut faire le gouvernement s'il n'a pas de travail? Doit-il faire des travaux inutiles et qui les payera ensuite? Devrait-il faire produire pour pourvoir aux besoins non satisfaits du peuple? Mais alors les propriétaires ne pourraient plus vendre les produits qu'ils usurpent aux travailleurs. Bien plus, ils devraient cesser d'être propriétaires. Parce que le gouvernement, pour pouvoir faire travailler le peuple, devrait leur enlever la terre et le capital qu'ils ont monopolisé. Ce sera la révolution sociale, ce serait la révolution sociale, oui, la liquidation de tout le passé. Et vous comprenez bien que si les travailleurs, les pauvres, les déshérités ne le font pas, le gouvernement ne le fera certainement jamais. Protéger le commerce et l'industrie, dites-vous, mais le gouvernement peut tout au plus favoriser une classe d'industriels aux dépens d'une autre, les commerçants d'une région au préjudice de ceux d'une autre. Et il n'y aurait donc en définitive rien de gagné. Mais seulement un peu de favoritisme, un peu d'injustice et beaucoup de dépenses improductives en plus. Et quant à un gouvernement qui protégeait tout le monde, c'est une idée absurde puisque le gouvernement ne produit rien et ne peut par conséquent que déplacer la richesse produite par les autres. César, le négociant. Mais alors, si le gouvernement ne peut et ne veut rien faire, quel remède y a-t-il? Même si vous faites la révolution, il faudra bien que vous nommiez ensuite un autre gouvernement. Et puisque vous dites que tous les gouvernements se ressemblent, on en serait après la révolution au même point qu'avant. Georges, vous aurez raison si la révolution que nous voulons est un simple changement de gouvernement. Mais nous voulons la complète transformation du régime de la propriété, du système de production et d'échange. Quant au gouvernement, organe parasite et nuisible, nous ne le voulons absolument pas. Vous savez déjà que je suis anarchiste, et bien anarchie veut dire société sans gouvernement. César, mais c'est impossible, comment vivrait-on? Qui ferait les lois et qui les ferait exécuter? Georges, je vois bien que vous n'avez aucune idée de ce que nous voulons. Afin de ne pas perdre notre temps en divagation, il faudra que vous me laissiez vous expliquer brièvement, mais méthodiquement notre programme. Nous pourrons ainsi discuter utilement. Mais il se fait tard, nous commençons la prochaine fois. Nous sommes toujours au café. C'est la 3e fois qu'on se trouve au café, là. C'est toujours l'été.
c'est un beau temps. Et il y a César le négociant qui commence la discussion avec tous les personnes qu'on a vues au deuxième café. Donc César dit, donc vous nous expliquerez ce soir comment on peut vivre sans gouvernement. Et alors Georges, il dit tout de suite, je ferai de mon mieux. Mais avant tout, examinons un peu comment on se trouve dans la société actuelle et s'il est vraiment nécessaire d'en changer la Constitution. En observant la société où nous vivons, les premiers phénomènes qui nous frappent sont la misère qui afflige les masses, l'incertitude du lendemain qui, plus ou moins, pèse sur nous, la lutte acharnée que tous livrent à tous pour la conquête du pain. Ambroise, le gros bourgeois, vous pourriez, mon cher monsieur, continuer encore longtemps à décrire les maux sociaux. La matière ne manque malheureusement pas, mais cela ne servirait à rien et ne prouverait nullement qu'on serait mieux en bouleversant tout. Ce n'est pas seulement la misère qui afflige l'humanité. Il y a encore la peste, le choléra, les tremblements de terre, et il serait curieux que vous vouliez faire la révolution contre ces fléaux. Le mal est dans la nature des choses. Georges. Mais je veux justement vous démontrer que la misère dépend du mode actuel d'organisation sociale et que dans une société plus équitablement et plus raisonnablement organisée, elle doit disparaître. Quand on ne connaît pas la cause d'un mal et qu'on ne sait comment y remédier, il faut le prendre en patience. Mais dès que le remède est découvert, il devient de l'intérêt et du devoir de tous de l'appliquer. Ambroise, c'est justement là votre erreur. La misère dépend des causes supérieures à la volonté et aux lois humaines. La misère dépend de l'avare nature dont les produits ne peuvent suffire aux besoins des hommes. Voyez les animaux chez lesquels on ne peut accuser l'infâme capitale et le gouvernement tyrannique. Ils ne font que lutter pour la nourriture et meurent souvent de faim. Quand il n'y a rien, il n'y a rien. La vérité, c'est que nous sommes trop nombreux sur Terre. Ah, si le peuple savait se contenir et ne faisait des enfants que quand il peut les nourrir. Avez-vous lu Malthus? Et Georges répond, oui, un peu, mais si je ne l'avais pas lu, ça reviendrait au même. Ce que je sais, sans avoir besoin de lire dans aucun livre, c'est qu'il faut un fameux tupet, excusez-moi du terme, pour soutenir pareille chose. La misère, dites-vous, dépend de la nature trop avare, et cependant vous savez qu'il y a quantité de terres incultes. Ambroise, mais s'il y a des terres incultes, c'est parce qu'elles ne sont pas cultivables ou qu'elles ne produiraient pas assez pour payer les frais de culture. Genre, vous croyez? Essayez un peu d'en faire cadeau aux paysans et vous verrez quel jardin ils vous en feront. Du reste, raisonnez-vous vraiment sérieusement. Beaucoup de ces terres ont été cultivées autrefois, quand l'art agricole était dans l'enfance et quand la chimie et la mécanique appliquées à l'agriculture n'existaient pas, pour ainsi dire pas. Ne savez-vous pas aujourd'hui qu'on peut transformer en terre fertile jusqu'à des cailloux? Ne savez-vous pas que les agronomes, même les moins enthousiastes, ont calculé qu'un territoire comme l'Italie, cultivé rationnellement, pourrait faire vivre dans l'abondance une population de 100 millions d'habitants? Si les terres sont laissées incultes et si l'on ne tire qu'une petite partie de ce que donneraient les autres par des procédés de culture moins primitifs, la vraie raison en est que les propriétaires n'ont aucun intérêt à augmenter la production. Ils ne s'occupent pas du bien-être du peuple. Ils font produire pour vendre et savent que quand la matière est abondante, les prix baissent. Le profit diminue jusqu'à devenir inférieur à celui qu'ils reçoivent maintenant que les produits sont insuffisants et peuvent être vendus au prix qu'il leur plaît d'établir. Cela n'arrive pas seulement pour les produits agricoles. Dans toutes les branches de l'activité humaine, c'est la même chose. Par exemple, dans toutes les villes, les pauvres sont obligés de vivre dans des taudis infects, entassés sans souci aucun de l'hygiène et de la morale, et dans des conditions où il est impossible de se tenir propre et de vivre d'une vie humaine. Pourquoi cela arrive-t-il? Est-ce peut-être parce que les maisons manquent, mais pourquoi ne pas en construire des scènes commodes et belles et en nombre suffisant pour abriter tout le monde? La pierre, la terre, les briques, la chaux, le fer, le bois et tous les matériaux de construction abondent. Il y a quantité de maçons, de charpentiers, d'architectes sans travail qui ne demanderaient qu'à travailler. Pourquoi donc laisse-t-on inactive tant de forces qui pourraient être employées à l'avantage de tous? La raison est simple, c'est qu'il y avait beaucoup de maisons, de loyers diminueraient.
Les propriétaires des maisons qui existent, et ce sont les mêmes qui auraient les moyens d'en faire d'autres, n'ont aucune envie de voir diminuer leur rente pour leurs beaux yeux des pauvres gens. César, il y a du vrai dans ce que vous dites, mais vous vous trompez dans votre explication des faits douloureux qui affligent notre pays. S'il y a des terres mal cultivées en culte, un arrêt dans les affaires, une misère générale, c'est ce que notre bourgeoisie n'est pas entreprenante. Les capitalistes sont peureux ou ignorants et ne veulent pas ou ne savent pas développer les industries. Les propriétaires de terres ne savent pas faire autrement qu'ont fait leurs grands-pères et ne veulent pas de tracas. Les commerçants ne savent pas s'ouvrir de nouveaux débouchés et le gouvernement, avec son système fiscal et sa stupide politique douanière, au lieu d'encourager les initiatives privées, les entrave et les étouffe au berceau. Voyez la France, l'Angleterre et l'Allemagne, bien sûr. Et je bois ma petite tisane parce qu'on est toujours dans la tisane philo. Alors, Georges y répond « Que notre bourgeoisie soit négligente et ignorante, je ne le mets pas en doute. Mais cette infériorité explique, et en partie seulement, pourquoi elle est battue par les bourgeoisies des autres pays dans la lutte pour la conquête du marché mondial, mais n'explique pas la misère du peuple. La preuve, c'est que la misère, le chômage et tous les autres maux sociaux existent aussi dans les autres pays où la bourgeoisie est active et intelligente. Bien plus, ces maux tendent à augmenter d'intensité avec le développement de l'industrie, sauf le cas où les ouvriers ont su, par l'organisation, la résistance ou les soulèvements, conquérir des meilleures conditions de vie. Le capitalisme est le même partout. Il a besoin pour vivre et prospérer d'un état permanent de demi-famine. Il en a besoin pour maintenir élevés les prix des marchandises et aussi pour trouver toujours des affamés prêts à travailler à n'importe quelle condition. Vous voyez en effet que quand dans un pays la production est poussée activement, ce n'est pas pour donner aux producteurs le moyen de consommer davantage, mais toujours pour vendre sur un marché du dehors. Si la consommation locale augmente, c'est seulement quand les ouvriers ont su profiter des circonstances pour exiger une augmentation de salaire et ont ainsi conquis la possibilité d'acheter plus. Mais ensuite, quand pour une raison ou pour une autre le travail s'arrête, les salaires baissent et la misère noire reparaît. Et cependant, dans le pays même, la majorité des gens manquent de tout et il serait pourtant raisonnable de travailler pour sa propre consommation. Mais alors que gagneraient-ils les capitalistes? Ambroise, ainsi vous croyez que toute la faute en est au capitalisme? Georges, sans doute, ou plus généralement au fait que quelques individus ont accaparé la terre et tous les instruments de production et peuvent imposer leur volonté aux travailleurs, en sorte qu'au lieu de produire pour satisfaire aux besoins de la population en raison de ses besoins, on produit au profit des patrons. Toutes les raisons que vous pouvez imaginer pour sauver les privilèges bourgeois sont autant d'erreurs ou autant de mensonges. Il y a un instant, vous disiez que la cause de la misère est la pénurie des produits. À un autre moment, mis en face du problème des sans-travail, vous aurez dit que les magasins sont pleins et que les produits ne se vendent pas et que les patrons ne peuvent pas faire travailler pour jeter ensuite les produits du travail. Et en effet, telle est l'absurdité du système. On meurt de faim parce que les magasins sont pleins et qu'il n'est pas nécessaire de cultiver, ou plutôt que les propriétaires n'ont pas besoin de faire cultiver les terres. Les cordonniers ne travaillent pas et portent donc des souliers troués parce qu'il y a trop de souliers et ainsi de suite. Ambroise, ce serait donc les capitalistes qui devraient mourir de faim. Et Georges, certes, non. Ils devraient simplement travailler comme les autres. Cela nous semblera un peu dur, mais vous ne le croirez pas, quand on mange bien, le travail, ce n'est pas le diable. Je pourrais même vous démontrer que c'est un besoin et un bonheur pour l'organisme humain. Mais justement, demain, je dois travailler et il est déjà tard, à une autre fois. Voilà, nous sommes au café encore, c'est la 4e fois que tout le monde se réunit autour d'un verre et César, le négociant, commence la discussion. J'éprouve un véritable plaisir à raisonner avec vous. Vous avez une manière de présenter les choses qui semble vous donner raison. Et je ne dis pas que vous ayez tort en tout. Des absurdités réelles ou apparentes existent certainement dans l'organisation sociale actuelle. Une chose difficile à comprendre, par exemple, c'est la douane. Pendant que, chez nous, le peuple meurt de faim ou de la pellagre, parce qu'il n'y a pas assez de bon pain, le gouvernement empêche la libre entrée dans les pays des grains d'Amérique, pays où il y en a plus qu'il n'en faut et où le propriétaire ne demande qu'à vendre leur récolte.
C'est comme qui, ayant faim, refuserait de manger, pourtant. Georges répond, mais oui, mais le gouvernement n'a pas faim, lui. Pas plus que les propriétaires de grains d'Italie pour l'intérêt desquels le gouvernement met des droits d'entrée sur les blés. Si ceux qui ont faim étaient libres, vous verriez s'ils refuseraient le grain. César, je le sais, je comprends qu'avec des pareils arguments, vous réussissiez à persuader le peuple qui voit les choses en gros et d'un seul côté. Mais afin de ne pas se tromper, il est nécessaire d'examiner la question sous toutes ses faces. Et c'est ce que je me préparais à faire quand vous m'avez interrompu. Il est vrai que l'intérêt des propriétaires a une forte influence sur les droits d'entrée qui nous sont imposés, mais d'autre part, si les frontières étaient ouvertes, les Américains qui peuvent produire le blé et la viande avec des meilleures conditions que nous finiraient par fournir tout notre marché, et alors que feraient nos paysans ? Les propriétaires seraient réunis, mais la situation des travailleurs serait encore pire. Le pain aurait beau se vendre un sou, l'ouvrier, s'il n'y a pas moyen de gagner ce sou, mourrait de faim tout comme avant. Et puis, les Américains voudraient recevoir le prix faible ou considérable de leurs marchandises, et si en Italie on ne produisait rien, avec quoi on payerait-on ? Vous me direz peut-être qu'en Italie on pourrait cultiver les produits pour lesquels le sol et le climat sont les plus favorables et les échanger contre ceux d'autres contrées. Par exemple le vin, les oranges, les fleurs et que sais-je, mais si les autres ne veulent pas les choses que nous pouvons produire à bon marché, soit parce qu'ils n'en ont pas l'emploi, soit parce qu'ils les produisent eux-mêmes, sans compter que pour transformer la culture, il faut des capitaux, des connaissances et surtout du temps. Que mangera-t-on en attendant ? Georges, mais oui, mais parfaitement, vous avez mis le doigt sur la plaie. Le libre-échange ne peut pas plus que le protectionnisme résoudre la question de la misère. Le libre-échange favorise les consommateurs et nuit aux producteurs et vice-versa. Le protectionnisme favorise les producteurs et nuit aux consommateurs, de sorte que pour les travailleurs qui sont en même temps producteurs et consommateurs, protectionnisme ou libre-échange, c'est en définitive blanc bonnet pour bonnet blanc. Et il en sera toujours de même tant qu'on n'aura pas aboli le système capitaliste. Si les ouvriers travaillaient pour leur propre compte et non pas pour faire gagner les patrons, chaque pays produirait suffisamment pour ses besoins et n'aurait ensuite qu'à se mettre d'accord avec les autres pays pour distribuer le travail selon la qualité du sol, le climat, la facilité de se procurer les matières premières, les dispositions des habitants, et de cette manière, tous les hommes obtiendraient le maximum de jouissance avec le minimum d'efforts. César, mais oui, ce ne sont que des beaux songes. Genre, ce sont des songes actuellement, mais quand le peuple aura compris que par ce moyen on vivrait mieux, le songe se transformera vite en réalité. Il n'y a pas d'autre obstacle que ceux opposés par l'égoïsme des uns et l'ignorance des autres. César, il dit, il y en a d'autres d'obstacles, mon cher. Vous vous imaginez qu'une fois les patrons chassés, vous nagerez dans l'opulence ? Georges, je ne dis pas cela. Au contraire, je pense que pour sortir de l'état de pénurie dans lequel le capitalisme nous maintient et organiser la production de manière à satisfaire largement aux besoins de tous, il sera nécessaire de travailler et beaucoup. Mais ce n'est pas la volonté, mais la possibilité de travailler qui manque au peuple. Nous nous plaignons du système actuel non point tant parce que nous y devons maintenir des paresseux dans l'aisance, bien que cela soit loin de nous plaire, et que parce que ce sont ces mêmes oisifs qui règlent le travail et qui nous empêchent de travailler dans de bonnes conditions et de produire en abondance et pour tous. César, vous exagérez. Il est vrai que souvent les propriétaires ne font pas travailler afin de spéculer sur la pénurie des produits. Mais le plus souvent, c'est parce qu'ils manquent eux-mêmes de capitaux. La terre et les matières premières ne suffisent pas pour produire. Il faut, vous le savez, les instruments, les machines, les locaux, on le répète, les moyens de payer les ouvriers pendant qu'ils travaillent, le capital enfin. Et celui-ci ne s'accumule que lentement. Combien d'entreprises demeurent à l'état de projet ou commencées font faillite, faute de capitaux ? Pensez donc à ce qui arrivait si, comme vous semblez le désirer, une révolution sociale survenait. Avec la destruction du capital et le désordre sans nom qui en découlerait, vous n'abouteriez qu'à la misère générale. Georges, c'est une autre erreur ou un autre mensonge des défenseurs de l'ordre des choses actuelles, le manque de capital.
Le capital peut manquer dans telle ou telle entreprise parce que d'autres l'ont accaparé. Mais dans la société prise en général, il y a beaucoup de capitaux inactifs, de même exactement qu'il y a beaucoup de terrains cultes. Ne voyez pas combien de machines se rouillent, combien de fabriques demeurent fermées, combien de maisons ne trouvent pas de locataires? Il faut que les ouvriers soient nourris pendant qu'ils travaillent. Mais enfin, ces ouvriers doivent manger aussi quand ils sont inoccupés. Ils mangent peu et mal, mais ils vivent quand même, mais sont prêts à travailler dès qu'un patron a besoin d'eux. Donc ce n'est pas parce que les moyens d'existence manquent que ces ouvriers ne travaillent pas, et s'ils pouvaient travailler pour leur compte, ils accepteraient aussi, si cela devenait vraiment nécessaire, de travailler en vivant comme ils le font quand ils chôment, puisqu'ils sauraient que ce sacrifice momentané les ferait sortir définitivement de leur état de misère et de subjection. Figurez-vous, ce qui s'est vu maintes fois, qu'un tremblement de terre détruise une cité, ruine une contrée entière. En peu de temps, la ville est reconstruite plus belle qu'auparavant et dans la contrée, il ne reste plus trace du désastre. Comme dans ce cas, les propriétaires et les capitalistes ont intérêt à faire travailler. Les moyens sont immédiatement trouvés. Et l'on rebâtit en un clin d'œil une ville entière où auparavant on avait dit pendant des dizaines d'années qu'il n'y avait pas de moyens pour construire quelques maisons ouvrières. En ce qui concerne la destruction du capital qui s'accomplirait en temps de révolution, il est à espérer que dans un mouvement conscient, fait dans le but de mettre en commun les richesses sociales, le peuple ne voudra pas détruire ce qui deviendra son bien. En tout cas, cela ne fera jamais plus de mal qu'un tremblement de terre. Il y aura certainement plus de difficultés avant que les choses marchent bien. Mais d'empêchements sérieux qu'il faut vaincre pour commencer, j'en vois que deux: l'inconscience du peuple et les gendarmes. Ambroise, mais dites-moi, vous parlez de capital, de travail, de production, de consommation, vous ne parlez jamais de droit, de morale et de justice. La question de savoir quels sont les meilleurs moyens d'utiliser la terre et le capital est très importante, mais plus importante encore parce que fondamentales sont les questions morales. Moi aussi, je désirais l'aisance pour tous. Mais si pour réaliser cette utopie, on devait violer la loi morale, régner les principes éternels du droit selon lesquels doit être fondée toute société policée, ou alors, je préférerais 1000 fois que continuassent pour toujours les souffrances d'aujourd'hui. Et puis, pensez aussi qu'il doit y avoir une volonté suprême qui règle le monde. Le monde ne se fait pas tout seul et il doit y avoir un au-delà. Je ne dis pas un Dieu, un paradis, un enfer parce que vous serez capable de ne pas y croire. Il doit y avoir un au-delà qui explique tout et dans lequel les apparentes injustices d'ici-bas doivent trouver leur compensation. Croyez-vous que vous pouvez violer l'harmonie préétablie de l'univers? Vous ne pouvez pas et nous ne pouvons que nous incliner. Cessez donc une bonne fois de suborner les masses, cessez de susciter des chimériques espérances dans les âmes des déshérités, cessez de souffler sur le feu qui ne couvre que trop sous la cendre. Voulez-vous, aux barbares modernes, détruire dans un terrible cataclysme social la civilisation, gloire de nos pères et notre gloire? Si vous vouliez faire une œuvre utile, si vous voulez adoucir autant qu'il est possible les souffrances des misérables, dites-leur de se résigner à leur sort, car le vrai bonheur est de se contenter. D'ailleurs, chacun porte sa croix, chaque classe a ses tribulations et ses devoirs, et ceux qui vivent dans la richesse ne sont pas toujours les plus heureux. Alors Georges répond: « Allons, honorable magistrat, laissez de côté les déclamations sur les grands principes et les indignations de convention. Nous ne sommes pas ici au tribunal, et pour le moment, vous n'avez pas de sentence à prononcer contre moi. Comme, à vous entendre, on devine que vous n'êtes pas parmi les déshérités, et la résignation des misérables est si utile à ceux qui vivent sur leur dos, avant tout, laissez, je vous en prie, les arguments transcendants religieux auxquels vous ne croyez pas vous-même. Je ne sais rien des mystères de l'univers et vous n'en savez pas davantage. Et c'est pourquoi il est inutile de les mettre en discussion. Du reste, prenez garde que la croyance en facteur suprême, en Dieu créateur et Père des hommes, ne serait pas pour vous une arme très sûre. Si les prêtres qui ont toujours été et sont encore au service des puissants en déduisent pour les pauvres le devoir de se résigner, un autre en peut déduire, et on trouve au cours de l'histoire quelqu'un qui en a déduit, le droit à la justice et à l'égalité.
Si Dieu est notre Père commun, nous sommes tous frères. Dieu ne peut vouloir que quelques-uns de ses fils exploitent et martyrisent les autres. Et les riches, les dominateurs, seraient des Caïns maudits du Père. Mais laissons cela. Ambroise, eh bien laissons de côté la religion, parce que aussi bien avec vous, il serait inutile d'en parler. Mais vous admettrez bien un droit et une morale, une justice supérieure. Écoutez, dit Georges, s'il est vrai que le droit, la justice, la morale exigent et consacrent l'oppression et le malheur, ne fût-ce que d'un seul être humain, je vous dirai tout de suite que droit, justice, morale ne sont que des mensonges, des armes infâmes forgées pour la défense des privilégiés. Il en est ainsi quand on entend ces mots comme vous les entendez. Droit, justice, morale doivent tendre au plus grand bien possible pour tous, sinon ils sont synonymes d'oppression et d'injustice. Et s'il est vrai que cette conception répond à la nécessité de l'existence et du développement de la société humaine, qu'elle s'est formée et persiste dans la conscience de l'homme et se renforce en sens contraire, malgré tous les efforts de ceux que jusqu'à présent ont commandé dans le monde. Mais vous-même ne pourriez pas défendre, sinon par des pauvres sophismes, les institutions sociales actuelles au moyen de principes de morale et de justice tels que vous les entendez quand vous en parlez abstraitement. Ambroise, vous êtes vraiment trop présomptueux. Il ne vous suffit pas de nier, comme vous le paraissez le faire, le droit de propriété. Vous prétendez encore que nous sommes incapables de le défendre par nos propres principes. Et Georges répond précisément, si vous voulez, je vous le démontrerai la prochaine fois. Et ça, c'est à vous d'aller lire dans le livre que je vous ai conseillé. Et donc, nous sommes sur cette tisane philo, sur l'anarchisme. Vous êtes sur Radio Sans-Chaîne, la radio qui donne la parole à celles et ceux qui ne l'ont pas, en compagnie de Jean-Luc Ardite et au micro Vince Fasciani et notre devise coutumière de notre tisane philo, aimer, comprendre, agir. Vous êtes sur Radio Sans-Chaîne, la radio qui donne la parole à celles et ceux qui ne l'ont pas.